Luc est toujours là, voilà, avec Gérard. Et on a Joachim qui devrait être dans le coin. Ah bah non, il est plus là, Joachim. Comment ça se fait qu'il est parti alors qu'il était là? Il était dans le coin. Ah bah il est plus là. Ah bah je sais pas pourquoi parce que je l'ai bien mis directement sur l'insert. Alors Joachim, si tu veux nous rappeler, tu n'hésites pas. Il y a une fausse manœuvre qui s'est faite alors que je faisais pourtant la bonne manœuvre, mais tant pis. Ça arrive. Bon, c'est le standard, c'est l'électronique, c'est l'électronique du standard. Il est pas habitué en fait. Hein. Alors quelqu'un tout de suite au 01 34 12 12 22. Bonsoir. Oui, c'est Joachim. Ok, et ben te voilà, revenu. Bonjour. Salut à toi. Je suis à l'antenne. Oui, tu es à l'antenne, oui. Ah oui, d'accord. Oui, ben voilà. Avant, on avait parlé de robots qui pensaient tout seuls. Rappelle-moi de ton prénom. C'était qui avait parlé de... Il me semblait que c'était Gérard, non? Oui, il y a Gérard là et Luc qui restent avec nous. Je dis qu'il je crois que c'est Gérard. était dénué d'affect. Oui, voilà. Et en fait, moi, je me suis renseigné un peu et il faut savoir qu'il y a un robot qui posséderait en fait un réseau neuronal. Donc en fait, c'est un réseau qui lui permet de s'adapter à un environnement qui change. D'accord. Et qui apprend de ses expériences passées en effectuant de nouvelles actions en fait. D'accord. Mais l'affect, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as comme notion d'affect déjà? Non, mais ça c'est illusoire. Non, mais on n'est pas dans un robot. Oui, mais on n'est pas dans la science-fiction, je veux dire. Un robot ne tombera jamais amoureux. Voilà, c'est de l'affectif, ça produit en fait. Alors, quand tu es amoureux, ça... Oui. Joachim, toi qui es jeune, tu vas peut-être m'aider à retrouver le nom de cette série qu'un ami m'avait conseillé de regarder. Il y a eu une saison, je crois que c'est une série suédoise et qui parle justement de gens qui sont équipés et qui vont chercher dans des magasins des robots humanoïdes. C'est assez flippant cette série et en plus elle fait penser un peu dans sa forme à une série des années 50 bizarrement alors que on parle de robots humanoïdes qui vraiment suppléent complètement un personnel de maison par exemple et qui fait toutes les tâches ménagères etc. Un assistant. Voilà, voilà, mais qui a vraiment forme humaine. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Et je sais plus comment s'appelle cette série, je l'ai regardée récemment en replay et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais comme c'est un ami et mon meilleur ami qui m'avait conseillé cette série, j'ai dit je vais quand même regarder jusqu'au bout quoi. Oui, pour voir. Et tu ne te souviens, tu ne vois pas de quelle série à quelle série je fais allusion? Non, franchement, je regarde pas beaucoup les séries Guéridon. Désolé, je peux pas t'aider. C'est pas grave. Mais voilà, moi c'est voilà un robot. Merci. Ça y est, j'ai le nom. C'est Real Human. Ah oui, Real Human. Ah, ça me dit quelque chose. Ah oui, on voit les affiches. Merci. Enfin les pubs et tout. Voilà. Oui, je disais donc qu'un robot, c'est illusoire de penser qu'il peut en fait tomber amoureux ou quoi que ce soit, parce que il faut savoir que quand on tombe amoureux, il y a une substance qui est libérée dans le cerveau qui s'appelle l'endorphine. Et l'endorphine, en fait, elle produit après cet effet en fait, c'est un signal électrique du cerveau qui est transcrit après dans le signal électrique, il est transmis après en signaux chimiques. Et le signal chimique, après, il fait des sensations dans le corps, dans le cœur et dans le ventre qu'on pense, l'amour en gros. Mais un robot ne pourra pas sentir, il pourra pas produire d'endorphine et ressentir le même. C'est tout, ça c'est biologique. On peut pas. Après, Est-ce que la biochimie, le robot en fait, c'est limite. Parce que maintenant, on parle souvent de robots. Quand on dit robot, on voit du métal, robot en métal et tout. D'accord. Mais ce qui est en train de se développer, surtout, c'est dans la génétique. Voilà, il faut voir dans la génétique, on peut créer maintenant des humains programmables. C'est-à-dire qu'on trafique l'ADN en fait. Oui. On trafique l'ADN de base. En fait, c'est l'encodage de la conception de l'humain. On le trafique pour que les phénomènes d'hérédité, par exemple comme je vais prendre l'hérédité. Oui, mais on n'est pas dans la robotique, par exemple. Là, on est dans la recherche. On est dans le. C'est ce qu'on espère justement grâce à la connaissance du génome humain, de pouvoir éviter justement un certain nombre de maladies en essayant de modifier ce qui entraîne les maladies. Oui, mais on est dans la génétique. Puisque même aux États-Unis, il y a des études qui sont faites. C'est-à-dire, on peut décrypter votre ADN et vous avez des boîtes maintenant qui sont spécialisées. Vous payez, je sais pas, 500 ou 1000 $, je sais plus les tarifs. J'ai vu un reportage qui va vous faire un listing en fonction de votre ADN du potentiel de maladie qui risque de vous atteindre dans votre existence. Mais c'est flippant ça. Oui, mais bon, c'est la génétique, quoi. En fait, on décrypte l'ADN. En 2003, le projet, en fait, c'est la génomique, en fait. C'est la branche. Enfin, quel est le rapport avec la robotique de la génomique? Joachim. Oui, Gérard se demande quel est le rapport avec la robotique.
Le rapport avec la robotique, c'est que, en fait, j'ai fait le lien, car quand on dit robot le plus humanoïde possible, nanani, nanana, c'est en fait, on veut se rapprocher de l'humain. Mais bon, je veux dire, un robot, il sera toujours limité, c'est-à-dire qu'il pourra apprendre des choses, comme je l'avais expliqué sur l'autre robot. Oui, mais ça, on est d'accord là-dessus. Mais il pourra pas sentir de, je veux dire, ça reste un robot. Qu'est-ce que j'ai raconté pendant une heure là? Pardon? Qu'est-ce que j'ai raconté pendant une heure d'après toi? Rien, moi je tiens juste à Est-ce que tu as écouté ce que j'ai raconté? Oui, j'ai écouté ce que tu voulais dire, mais voilà, tu me racontes la même chose. Oui, enfin c'est la même chose, mais d'un point de vue plus poussé en fait, parce que on nous parle de robots. En fait, il faut s'éloigner de la vision qu'on a du robot humanoïde. Je veux dire, un robot, c'est, quand on parle de robot qui remplace l'humain, voilà, c'est pas un robot avec une tête, des bras, c'est. C'est pourquoi j'ai parlé. Après, il en existe, bien sûr, il en existe plein des robots de forme humanoïde, mais c'est encore le pourcentage qui est utilisé en usine est infiniment faible. Je veux dire, il n'y en a pas, à part des robots qui servent, voilà, pour le cinéma. Bon, alors, tiens, une petite info sympathique, parce que ça vous permet aussi à dire à des gens qu'on reçoit la radio aussi par le Hertzien assez loin de Paris, puisque Giovanni nous précise qu'il est à Ancenis. Ancenis, c'est le code postal, c'est 44 150. Et 44, c'est la Loire-Atlantique. C'est pas à côté, hein. C'est le Loire-Atlantique, c'est Nantes. Alors c'est pas, je pense pas que ça soit à côté de Nantes, mais bon, soit il y a vraiment beaucoup de propagation. Oui. Il est vrai. C'est quand même rare. Mais c'est bien, là. S'il nous reçoit, en plus dans pas trop mauvaises conditions, tant mieux, voilà. Ah ouais, c'est super. Giovanni, il n'a plus qu'à faire de la pub pour cette radio, parce que je suis pas sûr que dans cette région, à part les gros réseaux nationaux, il y a beaucoup d'antennes ouvertes par le biais des petites radios associatives comme la nôtre, quoi. Enfin des grosses radios associatives. Avec Internet, ils peuvent tout savoir. Aussi. Oui, mais bon, ils vont pas prendre. Ils prennent pas s'ils savent pas qu'on existe, ils ne cherchent pas forcément les gens. Oui, voilà. Voilà, donc Giovanni, tu lui rappelleras qu'il a du boulot à faire de parler de nous. Ouais, dans son entourage pub, déjà, voilà. Faut qu'il nous fait de la pub. On lui enverra des documents. Ouais, voilà. Je vous laisse reprendre, messieurs. Oui, voilà. Et en fait, je voulais même encore pour plus pousser le délire robot. En fait, on peut créer n'importe quel robot. On peut créer un robot qui va tomber amoureux, mais je veux dire, c'est pas physiologique. Ça reste un robot, ça reste un programme. Même un programme. Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Voilà, un programme qui aboutit sur d'autres programmes et encore d'autres programmes, qui fait des recherches et qui apprend de ses erreurs, ça restera qu'un programme. Et c'est-à-dire qu'il pourra pas ressentir la peur. Enfin, la peur pourra être programmée, mais ce sera pas, voilà. Il y aura cette différence. Oui, c'est-à-dire c'est une histoire de calculs informatiques qui fait que ça me rappelle un peu mon apprentissage de l'informatique au début quand j'étais au lycée, où c'était de l'initiation. On nous apprenait à faire des graphiques avec les questions qui se posaient. Si la réponse est oui, on descend vers telle colonne. Si la réponse est non, on descend vers telle autre colonne. Et en fonction, à chaque fois, il y a des branches qui apparaissent en fonction des différentes réponses et des cas de figure qui peuvent se présenter. Donc c'est de la conception de programme informatique. Mais je peux quand même rajouter une chose. Donc ça veut dire que ce que le robot va faire, c'est déjà prévu à l'avance, quoi. Oui, voilà, c'est tous les calculs. C'est pas son initiative. Voilà, c'est pas, il a pas son libre arbitre. Ouais, voilà, c'est tout simple. Hein. C'est ça. Il est programmé pour réagir en fonction des multiples situations qui se présenteraient à lui. Grâce au calcul informatique, c'est grâce au microprocesseur et la rapidité de compréhension entre guillemets, de reconnaissance, on va dire plutôt, du problème. Ouais. Non, mais les grandes avancées de demain, par rapport justement au programme, c'est que ça sera pas oui ou non, c'est qu'il va y avoir des états intermédiaires très subtils qui vont vous faire prendre des vessies pour des lanternes et faire comprendre à ceux qui ne réfléchissent pas suffisamment que effectivement le robot peut avoir un affect sur votre personne. Parce que ça sera tellement subtil les degrés d'affect que vous vous direz « Ah mais alors là... il y a un clone quelque part, quoi. Il y a un humain sous cette carapace de mécanique, quoi. Et c'est faux. On pourra toujours améliorer les choses, mais la grande supériorité du cerveau humain, c'est qu'il peut changer d'avis. Et par conséquent, avec un programme aussi subtil soit-il,
et surtout sur de l'affect, on ne pourra pas changer d'avis. Alors comment expliques-tu l'engouement qu'ont eu les Chinois et les Japonais, pas plus les Japonais, pour le Tamagotchi, tous les petits trucs, tu vois, les petits robots, enfin, j'appelle pas ça un robot parce que ça représente pas le robot tel qu'on le conçoit. Ouais. Mais comment se fait-il qu'il y a eu des millions de personnes qui se sont, je vais dire, Intéressé à cette mode. C'est même plus intéressé, c'est pris d'amour pour ce petit jouet. Et ben alors je vais te le dire. Ouais. Je vais essayer de te le dire. Mais il faudrait que tu ailles te tremper dans la civilisation japonaise. Et tu t'apercevrais que depuis l'enfance, il y a beaucoup de choses qui sont données dans l'éducation, où il est bon de faire ceci et pas cela, et que les petits-enfants japonais sont aux ordres. Oui, enfin bon, là il s'agissait pas simplement Non, mais attends, il s'agit pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mode d'après toi? C'est tout simplement fédérer une même chose, un engouement pour tel et tel phénomène. C'est ce qui est arrivé au Japon, et c'est multiple au Japon, ce genre de mode, parce que c'est arrivé jusqu'à nous. Il y a eu aussi ce qu'on appelle les dessins animés, il y a eu aussi les mangas, etc. Je ne suis pas sûr que les Français ou d'autres pays aient autant d'engouement pour les mangas. Alors évidemment qu'il y a certaines personnes qui sont très intéressées par les mangas, mais ça ne nous correspond pas en tant que latins. Oui, c'est culturel pour eux. Mais absolument. Mais c'est presque génétique, je te dirais. Oui. Ouais, c'est presque génétique. Je te dis pas que c'est génétique parce que je suis pas à la hauteur pour te parler de la génétique. Mais ils ont une propension à se soumettre aux ordres. Voilà, c'est pourquoi Comment ? Moi, j'ai vu dernièrement une femme, je ne sais plus si elle était chinoise ou japonaise, peu importe, complètement gaga, avec un espèce de petit chien. Oui, je sais. Tamagotchi. Non, mais un vrai chien. Enfin, il avait 4 pattes, une petite queue, des oreilles. Enfin bon, ça ressemblait quasiment à 2 gouttes d'eau comme un chien, mais bon, tu voyais très bien que c'était un faux chien. Mais elle était complètement, je veux dire, c'est comme si le chien robotisé était un vrai chien. Ouais. Mais, je t'ai parlé tout à l'heure d'addiction. C'est quoi d'autre ? Oui. C'est ça ? C'est une addiction. Les Américaines qui mettent des boucles d'oreilles à leurs chiens et puis qui leur teignent les poils en vert, bleu et violet, c'est quoi ? C'est une connerie monumentale. Eh ben, il y a de la connerie dans le monde. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Qu'il y a de la connerie dans le monde. C'est tout. Oui, hein, ça fait partie des facettes des civilisations. En disant, il y a des groupuscules humains qui déconnent complètement, et ça en fait partie, quoi. Les chiottes, qui tire sa chasse d'eau. Qui c'est qui tire sa chasse d'eau, là ? Je sais pas. Ah ouais. c'est moi, je suis allé boire, mais je bois au robinet. Bravo. On dirait que t'aurais été dans les toilettes, c'était pareil. Hein. Ouais. Oui, mais c'est... Enfin, dans le bruit ton robinet quand même. Hein. Non, mais en fait, je suis dans un appart, un logement étudiant, et j'ai un chauffe-eau qui est dans la salle de bain. Donc dès que j'ouvre, ça fait un bruit de monstre. Même dans la cuisine, hein, j'allume et enfin un certain temps, le temps que ça. D'accord. Ah oui. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination dans l'université. Hein. Mais ça dépend peut-être pas de l'université. Hein. Aussi, Ça dépend de l'université ou ça dépend d'un particulier ? Non, particulier. C'est pas en rapport avec le Crous en fait. D'accord. Ils ont des logements directs. Et moi, je l'ai pris un logement. À part à côté. En fait, c'est une dame qui a coupé en plusieurs parties une maison et elle loue en fait les chambres. D'accord. Donc voilà. C'est pas super, mais. Ouais, c'est mieux que de dormir sous un pont. Hein. Voilà. Tu m'étonnes. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Ok. Bien.
On va accueillir Pascal sur le 01 34 12 12 22 si vous le voulez bien. Pascal, bonsoir. Ouais, bonsoir messieurs. Bonsoir. Monsieur Pascal, bonjour. Je voulais te dire, monsieur, Gérard tout court, tu aimes beaucoup la civilisation japonaise, mais par contre tu dis que les Japonais sont soumis. Donc c'est marrant de... Je n'ai pas dit qu'ils étaient soumis à quelque chose. Oh, écoute un petit peu la radio. Non, mais j'ai entendu ce que tu avais dit. Ils ont tendance à nous secours. Tu as dit les jeunes sont éduqués à être soumis aux ordres. Tu l'as pas dit ça? Il est parti apparemment, Gérard. Je sais pas ce que tu lui as dit. J'ai pas compris ce que tu as. Il y a OKLM. Allô. Bonsoir. Oui, alors moi je voulais réagir sur la transgression. Oui. Et moi je voulais dire que moi quand j'étais on va dire plus jeune, j'ai énormément transgressé. C'est-à-dire qu'en fait c'était très simple. Dès qu'on m'imposait une règle, eh bien je la contestais immédiatement. Et dès qu'on me posait en fait, que ce soit mes parents, que ce soit l'école, on me posait une limite. Et mon premier réflexe, c'était justement de la transgresser en fait, mais même sans raison particulière, tu vois. C'était vraiment juste histoire de le faire, quoi. Et à partir de quel âge ça a commencé? Ça a commencé vers l'adolescence, vers 13-14 ans. Et un peu normal, c'est un âge où on se rebelle un peu face à une autorité. Tu m'étonnes. Ouais, mais moi le truc c'est que c'était vraiment poussé à l'extrême. Et je sais qu'on avec mes cousins on s'engrainait un peu là-dedans, avec mes amis, avec tout ça. Et du coup au final je pense pas que la transgression du coup ça soit toujours quelque chose de forcément bien. Moi je me rappelle que j'ai fait des choses où je regrette clairement maintenant, dont même j'ai un peu honte, tu vois. Mais je les ai fait uniquement pour j'allais dire par plaisir de la transgression. Mais en fait, c'était même pas un plaisir en fait quand j'étais aussi jeune, c'était plus qu'une manière de dire que j'existais, un appel de l'intérieur, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Genre je me rappelle une fois en vacances comme ça, on était dans un magasin de peignoirs italiens et il y avait des petits porte-clés à l'entrée et mon cousin m'avait dit allez, on va les voler et tout, c'est interdit, machin. Et moi, comme un con, quoi, j'étais adolescent et tout, j'en ai mis plusieurs dans ma poche et on est parti avec, quoi. Mais c'était des porte-clés tout bidons qui servaient à rien, mais c'était juste pour transgresser. C'était un sorte de plaisir quand en fait tu le faisais. Mais 10 ans après, le malaise, c'est ce que je me dis. Les enfants, on le fait tous. Bon, moi c'était avec les bonbons, on l'a fait aussi dans des magasins de n'importe quoi. On a piqué des peignoirs italiens, des trucs, on a tout fait. Mais ça, pourquoi des peignoirs italiens? Pourquoi pas des peignoirs tout court? Pourquoi des peignoirs italiens? Pour se rendre plus sexy, je pense. Des peignoirs, quoi. Enfin, des peignoirs italiens, c'est des peignoirs brillants, en fait. Je sais pas si tu connais, Guéridon. Non, pas spécifiquement. Je connais les peignoirs, mais pas forcément italiens. C'est des peignoirs de luxe, quoi, vraiment. Mais ça, on a tous fait d'entrer dans les magasins. Oui, moi, je voulais juste prendre un peu d'auteur. On l'a tous fait. Oui. J'aime bien cette aptitude à généraliser. On l'a tous fait. Oui, tout le monde a volé un petit truc. Tous les adolescents sont bien connus, sont passés par des périodes difficiles de rébellion. Et on a tous volé des peignoirs, italiens ou pas. Non, quand même pas des peignoirs, quand même. Moi, j'avais volé un porte-clés. Allez, pas tous en même temps. Là, vous êtes à deux. Essayez de vous répartir le temps de parole. Ok. Mais c'est pas pour autant qu'il faut vous taire. Il y a eu un silence d'un coup, c'est impressionnant, quoi. Bon, alors, OKLM, à toi. Oui, moi, voilà, et donc après j'ai grandi, j'ai fait la part des choses, et en fait j'ai vu que cette façon que j'avais tout le temps de transgresser, de pas faire ce que me disaient les profs, de pas faire ce que me disaient mes parents, mais des fois c'était même des trucs qui m'auraient rendu service à moi. Genre, c'est très con, mais moi ça m'a mis un moment avant de comprendre que, par exemple, s'ils me disaient de ranger ma chambre, c'était dans mon intérêt. Concrètement, eux ils s'en foutaient, quoi, que ma chambre soit rangée ou pas, c'était pour moi. Mais ça, en fait, j'ai mis énormément de temps à le comprendre, quoi. J'ai mis énormément de temps à voir, que oui, c'était pour moi. Et donc moi, c'est pour ça ce que je pense maintenant, c'est que la transgression, ça n'a pas forcément du bon, parce que des fois, ça peut aussi être une manière de provoquer. On peut s'enfermer là-dedans.
Et au final, ça nous mène nulle part parce qu'on peut être les premières victimes justement de notre transgression quand elle est. Non, mais enfin, là, tu nous as parlé de transgression d'adolescents par rapport aux exemples de transgression que j'ai donnés. C'est quand même un peu léger. Et à la limite, comme tu l'as dit, c'est une période que tu as traversée puisqu'après tu as eu des regrets. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le regard que l'on a sur les gens qui transgressent. Alors, on va dire peut-être pour des raisons sportives, des raisons de volonté de se créer de l'adrénaline, de se mettre de l'adrénaline dans le sang, mais il y a aussi par pur plaisir, ou tout simplement pour aussi une forme de rébellion par rapport à la société, ou de dire après tout je fais ce que je veux, ou soit je me responsabilise ou je me responsabilise pas, parce que si je me responsabilise, je n'irai pas crier au loup si jamais j'ai un problème alors que j'ai fait un truc qui était interdit. Or là, d'une certaine manière, par rapport à l'exemple du petit Elio, moi, là où je suis étonné, c'est de dire, c'est malheureux qu'un enfant soit mort dans cette affaire, comme tous les morts qu'il y a eu happés par les requins. Mais il était quand même sur un spot interdit. Il était interdit de s'y baigner. Il y avait certainement de bonnes raisons de ne pas aller se baigner. Donc le père est outré et il en a contre les autorités, mais je veux pas dire qu'il a tort de ne pas en vouloir, mais sous le coup de la colère de la disparition de son fils, dire voilà c'est un enfant qui n'aura pas d'avenir parce qu'il est décédé. Évidemment, il ne dit que des évidences que l'on peut partager, mais quelque part, pourquoi son fils est allé transgresser un interdit? Oui, mais tu vas pas dire qu'il l'avait bien cherché quand même. Ah non, je ne dirais pas qu'il l'avait bien cherché. Dire il a transgressé un interdit, il savait qu'il y avait un risque, il y avait un risque et malheureusement le risque est arrivé. Je pense qu'on n'a pas interdit une plage, sachant qu'il y avait déjà eu des attaques de requins à la Guadeloupe. C'est à la Guadeloupe, hein, oui. Il y avait peut-être de bonnes raisons, donc. Non, je ne prononcerai pas. Il l'avait bien cherché, mais il y a plein de gens, je suis sûr, qui ont eu cette réaction. C'est pas qu'il l'avait bien cherché, c'est qu'il y avait le risque. Le risque, il était signalé. Il a pris le risque et puis il a. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors sur la transgression, moi je trouve que c'est le comportement humain par excellence. Quand tu regardes les abeilles passent leur vie à butiner, elles butinent encore, et puis elles... Je sais pas, j'ai jamais vécu avec d'abeilles. C'est clair. Hein. Oui, moi non plus, mais je les observe tout de même, ça m'empêche pas d'observer les abeilles. Et donc, les abeilles, elles sont répétitives et interchangeables, alors que l'homme, lui, fait des lois pour les transgresser ensuite. Et ça fait de l'histoire. Pourquoi on est passé de monarchie à la République, etc. Parce que il y a cet instinct de transgression qui fait avancer l'humanité en quelque sorte. Par exemple, il y a 40 ans, je crois, ou un peu plus, il y a 40 ans pour l'avortement, qui était interdit, et ben maintenant l'avortement est remboursé par la Sécu. Donc en fait, c'est la transgression qui peut devenir la règle de demain. Et c'est la spécificité de l'humanité en quelque sorte. Si on ne transgresse pas, bon, on est... Attends, tu dis que l'avortement est une transgression à quoi? De la loi, une transgression de la nature, quand même. Je pense que... Non. Attends, parlez pas en même temps. Je vais poser la question à comment il s'appelle déjà? Si je peux... Alphonse. Trou de mémoire, quoi, ouais. C'est chaud. Alors, pourquoi tu dis c'est une transgression, l'avortement, Alphonse? J'ai pas bien compris. Parce que la nature des choses voudrait que la grossesse aille à son terme. La nature des choses, oui. Ok, si cette grossesse a été voulue, par exemple... Non. Objectivement, aller au bout Ouais, enfin, tu sais, quand on emploie le terme la nature des choses, ça, pour moi, ça veut tout et rien dire. Hein. Non, mais je pense que c'est... Parce que quand on dit d'un certain nombre de choses, c'est contre nature, les gens qui s'abrient sur c'est contre nature... je suis d'accord parfois, mais c'est facile de... Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est quand même facile parfois d'utiliser cette expression pour justifier de quelque chose qui ne devrait pas exister. Je suis d'accord dans certains cas. Il y a des choses, en effet, qui peuvent être, à mon avis, contre nature humaine. On s'entend, mais reste à définir si on connaît ce qu'est réellement la nature humaine. Oui, voilà. Je parlais pas de contre nature, je parlais de transgression. C'était une transgression d'avorter au moment où c'était interdit. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était contre nature. Hein.
rentre pas dans ce débat-là. Oui, on est d'accord, une transgression. D'accord. Par rapport à la loi. Oui, moi je suis dans le débat, je parle. Alors, deux petites choses qui viennent du net à vous lire, qui vont alimenter notre discussion. Pour la Barassien, il dit la transgression est une de nos dernières libertés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Luc lui dit d'un point de vue conceptuel, la transgression signifie traverser la limite pour atteindre l'illimité. La transgression ne s'oppose pas à une limite, mais elle franchit toutes les limites dans leur principe, c'est-à-dire qu'elle affirme la possibilité de vivre illimité. C'est l'acte de dépasser toute limite, tabou par lesquels l'humain se distingue de l'inhumain. Jean philosophe, ouais, non mais passer les bornes, il n'y a plus de limite. Bon, on connaît la date, je ne sais plus de qui c'est d'ailleurs. Est-ce que transgresser, c'est c'est refuser les limites? Alors, je pense que les limites, c'est poser de nouvelles, mais ça veut pas dire c'est refuser justement que ces limites-là s'appliquent à nous, et c'est du coup créer ses propres valeurs. Parce que quand tu transgresses, en fait, c'est une création négative. C'est-à-dire que non seulement tu refuses une limite, mais si tu te contentais de la refuser, tu n'agirais pas. Si tu agis en réaction à une limite, c'est que tu rentres dans l'action et donc que c'est que tu poses ta propre valeur. Et c'est peut-être ça que voulait dire Labarassien, c'est que quand tu refuses un principe, tu lui opposes un autre principe. Donc c'est vrai que tu ne perces pas vraiment la limite, puisque en réalité, tu crées une autre valeur à laquelle tu obéis toi-même. Mais est-ce que quand tu transgresses, tu n'opposes pas une loi à la limite mise en place par une loi personnelle? Parce que la loi, à la limite, elle est universelle, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour empêcher ou permettre aux gens de faire telle ou telle chose. Quand tu transgresses une loi, c'est que tu fais toi-même ta propre loi, qui à la limite annule celle derrière laquelle tu ne te reconnais pas. Ah bah oui, c'est sûr, mais moi je vais te dire, j'avais un ami policier qui, c'était mon voisin, donc je dédicace à lui s'il nous écoute, il s'appelait Gilbert, et lui ce qui m'avait appris, c'est que lui dans son métier qui consistait quand même à faire appliquer la loi, lui ce qu'il avait évidemment, bon c'est compréhensible, il avait un très mauvais regard de la transgression, mais il disait qu'il reconnaissait lui-même, c'est ça qui était intéressant, c'était quelqu'un qui avait énormément de recul sur lui-même et sur son travail, il reconnaissait lui-même que parfois la transgression pouvait avoir du bon, tu vois. Et en fait, lui, on avait eu cette discussion, alors pas exactement là-dessus, mais alors le nom d'un policier, c'est pas un étrange. Si je peux finir. Et en fait, il disait que, attends, si je peux terminer, il disait qu'en fait, la transgression pouvait avoir du bon selon la manière dont elle était faite. Mais en fait, lui, lui disait que quand il était réveillé à 6h du mat et qu'on lui disait Gilbert démarre la bagnole, on a du boulot parce qu'il y a un petit peu qui a fait je ne sais pas quoi. Ça l'emmerdait. Mais il y a des côtés où il disait oui, dans la transgression, il peut y avoir une forme même d'expression artistique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais effectivement, on peut faire avancer les choses en transgressant. Allez-y, répondez-vous, parce que parfois vous parlez en même temps et quand il y en a un qui sait, l'autre ne reprend pas la parole. Il y a des blancs bizarres. Je suis tellement d'accord que mon silence est une approbation. Ah bon, parce que j'ai cru que, comme tu parlais en même temps que lui à un moment, que tu n'étais pas forcément d'accord, justement. Tu n'abondais pas dans son sens. Je vais lui dire que quand le collègue de, je sais plus, le policier, son ami Gilbert, quand il lui dit démarre la camionnette, ça fait pas plaisir. Je voulais dire exactement ça. Bon, finalement, il l'a dit, donc on s'est compris, quoi. Mais venant d'un policier... C'est vraiment très intéressant. Non, je dis que c'était vraiment très intéressant, le coup de la camionnette. Non, mais c'est pas le coup de la camionnette, c'est de dire la transgression, c'est cool qu'un policier dise ça. Mais non, le policier est là pour faire respecter la loi. Après qu'il ait des opinions personnelles, c'est autre chose. Mais en tant que fonction de policier, il n'y a pas le droit même de faire appel, enfin de favoriser ou de faire la propagande de la transgression. On n'a pas des policiers punk ou hippies, quoi. Ouais, non, il faut pas pousser le bouchon trop loin après, tu vois. Autre chose ? C'est-à-dire, vu qu'il dit ça, de la transgression, comme tu dis si bien, il faut le faire dans le bon sens, pas du genre à faire une grosse connerie juste pour le plaisir, quoi. C'est juste oui, c'est plus de la transgression à ce moment-là. Ouais, après, non, transgresser, c'est, comment dire, ne pas respecter un interdit. Oui, voilà.
principalement. C'est ne pas accepter un ordre, ne pas accepter un conseil, transgresser, c'est ne pas aller dans le sens qui a été déterminé et derrière lequel un certain nombre de personnes se rangent pourtant, par conscience d'éventuellement un danger, d'un risque ou de la volonté de les protéger ou de leur éviter un certain nombre de choses. Si, quand on trouve qu'il y a un danger quand même, je trouve aussi qu'on veut le faire pour voir jusqu'à où on peut arriver, quoi. Pour voir ses propres limites. Ouais, voilà, en quelque sorte, c'est ce qu'on recherche la plupart du temps. Comme l'enfant là qui. Oui, mais dans quel but? Un autocontentement? Si on connaît ses limites, ça avance à quoi? On les connaît pas, ces limites, justement. Je pense que c'est ça qu'on recherche à travers la transgression. Je pense qu'on recherche à la fois quelles sont les limites qu'on impose, mais quelles sont aussi mes limites à moi. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Je pense que en transgressant à l'extérieur de nous, en fait, on se cherche à l'intérieur de nous. Ouais, voilà, il a tout compris, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, enfin, tout le monde n'a pas ce besoin de recherche, en tout cas. Oui, ça dépend des gens. Après, on n'est pas tous pareils, quoi. Ben non, ouais. On n'est pas des robots. Et après, je pense pas d'amalgame justement entre les besoins qu'on peut avoir et les choses qu'on va faire. Parce que je pense que cette recherche-là, on l'a quand même tous. Par exemple, même toi, Guéridon, le fait d'animer cette émission, c'est, je sais pas, c'est une sorte de transgression parce que tu fais intervenir des gens qui sont pas d'accord, qui vont débattre, qui vont. Ah non, je vois pas où est la transgression. La transgression de quoi? Est-ce que la radio libre, c'est pas une forme est-ce que c'était pas toi qui... C'est pas de la radio libre. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ça veut rien dire, radio libre. J'ai jamais dit que c'était... Non, mais j'ai jamais dit que moi je faisais de l'antenne libre. Mais même ceux qui déclaraient à une certaine époque faire de l'antenne libre en mettant des grands panneaux dans la rue 4x3 ne faisaient pas d'antenne libre puisque les appels étaient filtrés. Oui, non, c'est sûr, mais bon, je veux dire, mais ça ne veut rien dire l'antenne libre à partir du moment où on a une autorité qui nous contrôle. La bande FM a été complètement libre à un moment avant qu'il y ait des autorités derrière qui contrôlent un petit peu ce qui s'y passait. La seule liberté que tu as aujourd'hui, c'est Internet, avec les risques que tu prends, que quand même en France, il y a la possibilité de se protéger contre un certain nombre d'attaques. Parce que heureusement, en France justement, les lois françaises protègent quand même un peu le citoyen par rapport à des actes malveillants. À partir de là, la transgression, il n'y a pas de transgression à faire de la radio. Moi, je fais pas de la radio libre, je fais une antenne ouverte. Il y a une ligne éditoriale globale à la radio qui est ce qu'elle est. C'est pas moi qui ai créé la radio, c'est pas ma radio. Donc, si ça me plaît pas, je m'en vais parce que j'estime que les programmes me plaisent pas et à ce moment-là, j'ai pas à m'inclure dans un truc qui ne ressemble pas à ce que j'ai envie de faire. Et pourtant, Balou, qui m'a suivi longtemps et qui vient de temps en temps ici en studio, sait dans quelle radio nous sommes allés, dans quelle petite radio associative nous sommes allés. Lorsque la bande FM a explosé et qui était très différente les unes des autres et il y avait une liberté de ton qui a toujours été très très présente, même ici, même à IDFM, à part que à IDFM, en arrivant à IDFM Radio Anguin, il y avait quand même une ligne éditoriale qui était très différente d'autres radios dans lesquelles j'étais passé avant et qu'il a fallu se faire connaître, que tu crées une confiance et qu'à partir de là, toi-même, tu puisses un peu plus être ce que tu étais avant, ce que tu avais été avant sur d'autres radios. Mais je n'ai pas fait d'antenne libre. Antenne libre, ça ne veut rien dire. C'est une antenne ouverte, voilà. Il y a une ligne éditoriale de la radio et il y a moi ce que j'ai envie de transmettre à ma manière. Un autre animateur, une autre animatrice fera différemment, aura une autre conception de son émission. Libre à chacun, à partir du moment où la direction donne le feu vert, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Ceux qui ont envie de faire autre chose, qui viennent déposer un projet ou qu'ils ouvrent une web radio où là il y a totale liberté et puis ils viendront nous dire combien d'audience ils font et combien de temps ils vont passionner les foules avec leur projet de liberté de radio. Parce que la liberté, à mon avis, peut rapidement, vu nos différences, la liberté peut rapidement conduire à l'anarchie. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Allez-y. Juste une question, Guéridon. Billy, c'est le prochain animateur radio? Pas que je sache. C'était pas dans ses projets. Hein. Mais qui sait, peut-être que ça va lui donner le virus. Hein. C'est possible. Qui sait, il commence déjà bien à m'atteindre. Moi, ce que je voulais dire, Guéridon, alors si tu préfères le terme d'antenne ouverte, mais est-ce que... Ah oui, parce qu'il est plus proche de ce que je fais, c'est pas une antenne... Mais une antenne libre, à ce moment-là, j'ai pas à être là, une antenne libre. À partir du moment où tu as un animateur qui contrôle parce que il a au-dessus de lui une direction de la radio qui lui demande de faire des programmes qui s'inscrivent dans l'état d'esprit de la radio, dans ce qu'on appelle pompeusement la ligne éditoriale,
il y a aussi au-dessus une autorité qui contrôle en France la radio pour qu'elle aille dans tel ou tel sens, qu'elle protège un certain nombre de choses. Donc ça fait 2 surveillances au-dessus, la surveillance même de la radio et la surveillance du CSA. Et à partir de là, non, il y a pas de comment dire, c'est pas une antenne libre parce que moi je ne disparais pas, je ne fais pas que mettre les gens à l'antenne et les laisser se débrouiller parce que ça m'intéresserait pas. Mais alors, si tu préfères le terme d'antenne ouverte, moi, ce que je voulais dire, c'est au-delà de ce cas particulier, mais est-ce que on se souvient tous, par exemple, de Maurice, je sais pas si tu connais son émission, oui, bien sûr. Voilà, qui va là. Bah, il avait des fois, enfin, on retrouve des extraits de ses émissions qui durent 20 minutes, une demi-heure. Et ce que je veux dire, c'est justement, est-ce que ce concept d'antenne ouverte qui a eu lieu, je crois, dans les années 70, si je dis Ah non, bah non, ça après 80, à l'ouverture, après l'ouverture de la bande FM. Ouais, Maurice, c'était même dans les années 90, je pense. 90, fin des années 90, oui. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que ça, c'était pas une forme de transgression par rapport à ce qui se faisait avant, où tout était bien codifié, bien... Si, mais pour moi, à l'écouter, en tant qu'auditeur, pour moi, c'était le show d'un animateur. C'était pas une émission transgressive, c'est le show d'un animateur qui s'est donné un genre, qui s'est donné un style, et voilà. Ouais. Pour moi, quand j'écoute une émission et que j'ai pas l'impression qu'il s'y passe grand chose, si je sais que des gens qui, les uns derrière les autres, viennent dire « Ah, je t'adore, c'est merveilleux, c'est formidable mais il se passe rien dans l'émission. C'est tout simplement un ton qu'on vient saluer de quelqu'un qui a de la gueule, qui a du répondant, qui envoie balader les gens, et les gens adoraient ça. À une époque, Super Nana, donc sur Carbone 14 ou sur La Voix du Lézard, avant que ça devienne Skyrock, elle envoyait aussi à certains moments balader les gens quand il y avait des auditeurs qui lui plaisaient pas, et les gens n'en disaient rien. Ils savaient à quelle sauce ils allaient être mangés. Aujourd'hui, si tu vires quelqu'un, ah là, ça c'est la catastrophe, on déclenche la guerre nucléaire. Ah bah il est en sang quoi. Ah bah c'est quand même incroyable. Mais vous, c'est pour ça que je dis les jeunes, réveillez-vous, certaines personnes, mais vous n'avez rien connu de la bande FM, où à une époque, les gens, ils découvraient quelque chose de nouveau, il y avait pas, c'était pas dramatique si on se faisait éjecter, d'une antenne, parce que nous, les gens même, qu'on éjectait parfois, parce que ils sortaient du cadre de l'émission, ils revenaient, quelque part, quelques minutes après, et ils faisaient une autre connerie, qui était parfois drôle. Parfois, il y avait des conneries qui étaient drôles, d'autres fois, il y en avait d'autres qui étaient moins drôles, mais à partir de là, ça créait pas un drame. Ils allaient pas dire mais Garidon, on va faire un procès. Des dizaines de fois, ça n'a jamais créé un drame, quoi. Comment tu m'as éjecté des dizaines de fois, ça n'a jamais créé un drame, quoi. On s'en moque. Bah, si t'as été éjecté, c'est qu'il y avait de bonnes raisons que t'aies été éjecté. Oui, plus ou moins. Ah, vous... Donc voilà, à partir de là, si tu as pris l'exemple de Maurice, pour moi, au final, je trouvais, alors j'ai pas tout écouté parce que j'ai pas forcément tout accroché, mais pour moi, il y a eu beaucoup de fois où quand j'ai écouté, c'était creux. Il était novateur, donc il a surpris, mais entendre des gens qui se succèdent, qui disent pas grand-chose, qui débattent de rien, et qui viennent simplement dire et caresser la patte d'un animateur, t'es merveilleux, t'es beau, ah c'est formidable, je t'adore, ça va 5 minutes, mais c'est pas ce que j'appelle faire de la radio, quoi. Ouais, c'est bon à la longueur. Donc... Bah, dans Maurice, il y avait aussi l'aspect un peu grand frère, tu vois. C'est que c'était un peu celui qui te, tu sais, quand enfin, moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais des extraits que j'ai entendus, c'était un peu le côté, je te remets sur la route, je te mets droit. Il y avait quand même la volonté chez Maurice, je pense. En fait, je pense la différence entre entre une émission comme celle-là, je pense, et celle de Maurice, c'est qu'une émission comme celle-là, on est plus dans un truc horizontal, tu vois, où chacun débat d'égal à égal. Et dans celle de Maurice, il y avait quand même quelque chose de plus vertical, tu vois, où c'est quand même... Ah bah attends, c'était quand même lui le chef, hein. Voilà, il cherchait, mais il avait quand même cette volonté d'inculquer quelque chose, tu vois, de faire passer... Je pense que si tu disais quelque chose qui lui paraissait transgressif ou qui n'allait pas dans son sens, il t'éjectait. J'ai entendu le nombre de gens qu'il a éjecté pour aucune raison, quoi. Maurice, parfois, ses émissions, elles avaient du mal à démarrer, hein. Bah, à la limite, il pouvait très bien éjecter quelqu'un même qui venait lui mettre de la pommade, alors que la personne qui l'avait fait juste avant, il la gardait, hein. Donc c'était totalement arbitraire, c'était en fonction de l'humeur de l'animateur. C'est pour ça qu'à la limite, moi ça m'a jamais trop plu, j'ai jamais beaucoup écouté, mais les quelques fois où j'ai écouté, j'ai trouvé, il en ressortait rien. Pour moi, il en ressortait rien. Maintenant, je ne peux juger que les petites parties que j'ai écoutées qui m'ont permis de temps en temps, quand je l'écoutais à différents moments, de me dire que c'était pas le style de radio que j'écoutais, mais j'empêchais pas les gens d'écouter.
Moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je considère tout le monde sur un même pied d'égalité. Seulement, moi, au-dessus de moi, j'ai une direction, et au-dessus de ma direction, il y a le CSA. Donc, je ne peux pas laisser faire tout et n'importe quoi. Ça serait ma radio, ou je serais sur le web. Peut-être que je serais plus transgressif, mais à la limite, pourquoi ça m'approcherait? Je me sens pas limité dans notre liberté. On peut quand même dire les choses en France. Allez en Corée du Nord, vous allez voir que vous êtes quand même nettement plus heureux en France, même si vous vous trouvez brimé dans beaucoup de domaines de votre vie. Faut toujours relativiser les choses, on peut toujours améliorer les choses, mais enfin, je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont pas là pour améliorer les choses, qui sont là surtout pour faire leur petit business, leurs petites affaires, nous faire une petite société à la manière dont ils ont envie de la faire, sans se préoccuper de savoir si ça va plaire aux autres. Hein. Tout à fait. Donc voilà quoi, on est tous différents, comme on a dit, pour reprendre une idée du chien d'avant. On n'est pas des robots, et l'harmonie à trouver, elle est parfois complexe, mais c'est aussi la magie de la relation humaine, c'est d'arriver à trouver des harmonies comme ça qui vont fonctionner peut-être au bout d'un certain temps, parce que les gens ont de la patience, ou parce que voilà, ils se disent après tout, on se décourage pas, peut-être que finalement on va apprécier cette personne, et puis d'autres disent non, je vois que ça collera pas, c'est pas grave, je fais demi-tour, cette personne s'entendra peut-être avec une autre personne, et moi je vais aller chercher une personne avec laquelle je vais bien m'entendre, avec laquelle je vais être en symbiose, et puis c'est tout. Mais on n'a pas à imposer quoi que ce soit à la personne, à qui que ce soit. Chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais comme disait un ami, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. De quel droit tu prendrais cette initiative de vouloir en dégoûter les autres? Ils sont assez forts eux-mêmes pour en juger. Tu ne dois pas te laisser influencer par quelqu'un qui dit ce mec est un con. C'est à toi d'en juger par toi-même. Oui, c'est sûr. Tu vas pas juger n'importe qui à cause d'une personne. Bah oui, tout à fait. Ça sert à rien. Une fragilité aussi de se laisser influencer comme ça. Oui, c'est une forme de fragilité, ou alors c'est parce que d'une certaine manière il y a des gens qui sont meneurs naturellement et qui vivent par le biais, ils ont l'impression d'exister en menant les autres par le bout du nez. Et puis il y a les moutons, il y a des gens qui seront meneurs, puis il y aura ceux qui sont encore en tendance à être moutons, à pas voir plus loin que le bout de leur nez, à la limite parce que les copains feront pareil, ils feront pareil quoi. Voilà, c'est toujours cette éternelle histoire. Comment? L'esprit du mimétisme. Oui, voilà, l'esprit du mimétisme, oui, tout à fait. Mais après, comme vous dites, ça peut arriver à plusieurs moments de notre vie. Il y a des moments où on réalise les bêtises qu'on a faites, on en est conscient, puis parfois on fait des bêtises toute sa vie parce que on n'arrive pas à se raisonner, ou je sais pas. C'est complexe la personnalité humaine, mais c'est pour ça que c'est passionnant. Bah oui, c'est sûr. Une petite conclusion, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent au standard. Oui, c'est sûr. Bah, vas-y, je te laisse commencer, Alphonse. Bon, une petite conclusion pour dire que la transgression, moi, j'ai un regard positif sur la transgression. La transgression, ça a du bon, quoi, comme dirait la publicité pour une je sais plus quelle marque disait ça a du bon. La tradition, ça a du bon. Ouais. Il fait de la pub maintenant. Non, c'est un slogan publicitaire. Je fais de la pub pour. T'as entendu la marque là, une marque? Non, bon alors. Non, mais fais pas de pub. Tais-toi. Donc la transgression, ça a du bon. Oui. C'est ton avis, Alphonse? Ah oui, je crois. Ok. Et toi, Joachim? Non, moi c'est OKLM. OKLM, pardon. Je reste avec Joachim depuis tout à l'heure. C'est un nom indien. Je crois que c'est un truc de compagnie d'aviation. Moi. Oh là là, t'abuses quand même là. OKLM, c'est une compagnie d'aviation. C'est un culte. J'annonce cours. Oui. Alors, on t'écoute au KLM. Oui, alors moi ce que je pense c'est que pour finir là-dessus, la transgression c'est comme on l'a dit, c'est une façon de se chercher, c'est une façon de se découvrir aussi. Et puis on l'a montré avec l'exemple de la radio, on peut aussi ne pas être d'accord entre personnes sur ce qu'est la transgression. Donc il y a je pense que dans le concept qu'est la règle, il y a une pénétration de ce que va être notre règle à nous, qu'on impose, en fait, qu'en s'imposant à nous-mêmes, on impose aux autres. Donc voilà, mais je pense que en fait, ça peut être une façon soit d'avancer, soit au contraire de faire reculer tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il faut transgresser, oui, mais avec discernement. Et pas avec n'importe qui. Oui, voilà. Et surtout pas avec n'importe qui. C'est sûr. Ok. Messieurs, merci. Peut-être à tout à l'heure alors.
Bah, oui. Moi, Ciao. Merci. Ciao. Si je peux dire juste une dernière chose. Oui. Oui. Moi, c'est pour dire aussi, enfin voilà, la transgression, ça m'a rappelé une anecdote. Ça peut aller vraiment très loin, quoi. Parce que et on peut comment dire, ça peut engager notre style de vie. Parce que par exemple, moi, j'avais un ami à moi qui était aussi comme ça, très dans la transgression. Il voulait toujours faire différemment des autres et tout. Et du coup, il a eu une expérience homosexuelle, on va dire, à cause de ça. Et il m'a dit, j'ai sucé un pote, mais c'était juste pour le dépanner. Et au final, je pense que ça l'a. Il a pas réalisé sur le coup parce qu'il était tellement dans son truc, je vais rien faire comme les autres. Il m'a dit mais c'est juste pour dépanner et tout. Et j'ai dit quand même, enfin c'est pour dépanner. Oui, c'est juste pour dépanner. Oui. C'est ça, oui, on va se poser des questions. Ça engage quand même. Là, c'est vraiment partir quand même très loin. Complètement. Complètement. Comme raisonnement, oui. Ah, c'est juste pour dépanner. Hein. Il transgresse, mais c'est juste pour dépanner qu'il transgresse. Hein. C'était moi, D'accord, ouais. C'est la belle excuse de se cacher derrière la transgression pour ce genre de choses, disent qu'on dépanne. Non, heureusement que le ridicule ne tue plus, parce qu'il y en a certains qui seraient morts depuis longtemps. Hein. Ah, moi le premier déjà. Non, merci pour cet exemple et merci. Tu as des contacts humains riches. Ça nous fait plaisir. Tu ne t'ennuies pas avec tes amis. Bah non, je sais. Il leur arrive plein de choses. Bah j'ai des amis quand même. Hein. Bah non mais je sais bien. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as des amis à qui il arrive plein de choses. Ça veut dire que tu ne t'ennuies pas. Il y a des gens qui ont des amis, ils s'ennuient avec leurs amis. Oui, voilà. Mais c'est triste, ça. Bah, c'est triste. Merci à toi, à la prochaine, en tout cas. Merci. Allez, qui nous attendait au standard au 01 34 12 12 22, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tu viens pour transgresser? Bonsoir, Lucienne. Bonsoir, Guéridon. Bonsoir, Billy. Bonsoir. C'est très intéressant tout ce que vous... La loi, tu la vois systématiquement comme une contrainte des libertés. La loi, tu ne la vois pas éventuellement quelquefois comme justement la possibilité que d'autres respectent ta liberté. Ben, si la liberté... Par exemple, quand il y a un commandement quelque part dans une religion ou que tout le monde reprend, il est interdit de tuer, tu crois qu'éventuellement en édictant ce commandement, c'est pas une manière de te protéger pour empêcher qu'un individu qui aura envie de te tuer vienne tout à fait tranquillement? Non, c'était marqué nulle part que j'avais pas le droit de tuer. Oui, bien sûr, les lois, elles nous protègent avant tout de nous-mêmes. Mais si on doit définir la liberté à l'état pur, c'est l'absence de contrainte. Mais l'absence de contrainte, ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut et c'est rapidement l'anarchie. Une société, elle a besoin d'organisation pour vivre, parce qu'on est tous différents et que pour qu'on vive en harmonie, on a besoin de trouver des règlements qui conviennent au plus grand nombre. Voilà, la vision qu'on a de la liberté, alors c'est une forme de... Mais ça ne veut rien dire le mot liberté à lui tout seul. La liberté à elle toute seule, c'est une somme de liberté parcellaire. Mais voilà, c'est ce que... La liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'action... Et de faire ses propres choix, quoi, c'est ça. Le mot liberté à lui tout seul, il ne veut rien dire. Mais liberté de quoi? La liberté d'être... comment on dit? T'as la liberté d'être con aussi, par exemple. On a la liberté. Parle pas de toi, hein. On a la liberté d'être con, parce qu'il y a des gens qui le font exprès ou qui se complaisent dans leur connerie. Hein. Mais oui, en fait, si on est contraint, ça veut dire qu'en fait la liberté, alors c'est un terme, ça reste abstrait alors. Ou alors c'est un terme naïf, parce que dans la vie courante, quand on veut réussir un projet, ce qu'on a projeté de faire, on doit souvent suivre des règles ou des lois. Mais je peux pas faire de la cuisine sans respecter des principes ou des règles et chimiques quelque part, parce qu'on sait ce que ça produit de mélanger tels ingrédients avec tels ingrédients. En effet, oui. Voilà. Mais j'aime bien, je suis d'accord avec toi sur le côté quand tu dis la liberté. Finalement, c'est un terme qui est quand même assez abstrait. Et naïf aussi. On peut pas, c'est naïf de penser qu'on peut être absous de toute contrainte. Déjà, la loi de la nature. Non, je pense que abstrait, je suis d'accord. Le côté naïf, non, parce que à la limite, si tu ne comprends pas finalement pourquoi c'est abstrait et pourquoi c'est si complexe que ça la liberté, c'est que quelque part tu n'ouvres pas les yeux et tu ne constates pas de quoi le monde est fait autour de toi et qui compose ce monde par un certain nombre d'individus tous différents les uns des autres. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la loi est une contrainte pour la liberté. En fait.
Oui, mais elle est là aussi. Enfin, moi, je vois pas. Je sais que parfois il y a des lois que je peux ouvertement trouver comme contraignantes, surtout si elles concernent éventuellement mon activité potentielle ou voilà. C'est vrai que il y a un certain nombre de lois qui sont édictées en France, et qui sont édictées à cause de l'abus de certaines personnes. Ah, qui a disparu? À moi. Eh ben c'est Joachim qui est parti. Voilà. Alors, on a Giovanni qui